Le premier crématoire est mis en service à Auschwitz I en août 1940. Un groupe isolé de détenus employés à la chauffe l'entretiennent. Ce groupe sera surnommé Sonderkommando, commando spécial, lorsque les nazis commenceront à gazer massivement les déportés. L'affectation à ce commando était définitive. Les détenus étaient assassinés après une courte période et remplacés par de nouveaux arrivants. Les premiers essais homicides d'utilisation du Zyklon B ont lieu dans les souterrains du bloc 11. Au début de 1941, on assassine pendant 2 jours 600 prisonniers de guerre soviétiques et 250 Polonais. Puis la première chambre à gaz près du crématoire 1 est mise en service dans le camp Souche. L'usine de mort est lancée. Durant l'été 1944, les groupes Sonderkommando comptent au total près de 1000 détenus, presque uniquement des Juifs. Isolés des autres, ils savaient leur sort scellé. Aucun témoin du meurtre de masse ne devait survivre. À l'automne 1944, une partie des détenus organise une mutinerie suivie d'une tentative d'évasion collective qui se termine par la mort de tous les fuyards. Malgré tout, lors de l'évacuation du camp en janvier 1945, une centaine de membres du Sonderkommando réussissent à se mêler à la foule des détenus et à sortir du camp en prenant part à la marche de la mort qui les emmènera jusqu'en Allemagne. Ces rares survivants témoignent de leur expérience au cœur des ténèbres. Je me suis retrouvé dans un autre monde dès le premier jour. Je n'arrivais pas à comprendre où j'avais atterri. J'ai cessé d'être un être humain. Je ne savais plus qui j'étais et ce que je faisais. Chacun demandait « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que nous sommes en enfer ? S'agit-il d'un affreux cauchemar ?» J'avais 17 ans. Shlomo Kirschenbaum m'avait dit qu'un dayan de la ville de Makouf travaillait dans l'un des crématoires. Je suis allé voir ce sage pour lui demander conseil. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire. Il a répondu « Ne t'inquiète pas, nous sommes ici pour accomplir une mission divine. C'est le désir du Très-Haut. Nous devons lui obéir. » Cette conversation avait eu lieu dans le crématoire. Il avait ajouté « Nous devons témoigner auprès des générations futures. » L'être humain est fort, sa volonté de vivre est plus forte que la tentation du suicide. Rien de plus facile que de sauter la vie. Je voulais plus que tout voir la défaite allemande et à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour survivre et travailler. Jako pracownik Sonderkommando też tu pracowałem. Stoję w miejscu, gdzie znajdują się 2 krematoria, 2 i 3. To są 2 krematoria bliźniaki. Prócz tych znajdowały się jeszcze 2 krematoria, 4 i 5 tam w lesie. Te krematoria nie nadążały spalania tych zwłok, więc zastosowali palenie w dołach.
te doły znajdowały się w tamtym lasku. Prócz tych 4 krematorium znajdowały się jeszcze 2 krematoria, tak zwane bunkry, domek biały, domek czerwony, za krematorium numer 5. Le portail qui permettait l'accès au crématoire 2 se trouvait à environ 100 mètres de la rampe. Nous pouvions donc voir combien de personnes d'un convoi étaient dirigées vers le crématoire. Il y avait des convois dont 100% des arrivants étaient envoyés à la mort sans sélection. Le vestiaire se trouvait sous terre. Le sol était en béton. Des bancs en bois flanquaient de 2 murs. On pouvait accrocher ses affaires à des porte-manteaux. Tout était en bois de sapin. Chaque porte-manteau était numéroté, mais il n'y en avait que pour 100 ou 150 personnes. Nous leur disions « Allez vous doucher, puis vous irez à la désinfection ». On leur ordonnait de se déshabiller. Notre mission consistait à tranquilliser les gens s'ils trahissaient une quelconque inquiétude. Les Allemands craignaient la confusion et l'éventualité d'une révolte pouvant perturber l'action en cours. Beaucoup de femmes issues de familles religieuses ne s'étaient jamais déshabillées devant des étrangers, parfois même devant leur propre mari. Il y avait des jeunes filles de 18, 20 ans. Certaines personnes pleuraient de honte et d'effroi. Les gens avaient peur, tout simplement. La chambre à gaz était si grande qu'elle pouvait contenir 2500 personnes. Les cloisons étaient grises, le plafond aussi. De faux équipements de douche avaient été installés au plafond les uns à côté des autres. Il y en avait beaucoup. Des convois entiers s'y engouffraient, en un coup. Chacun pensait qu'il allait se doucher. Pourtant, pas une goutte d'eau ne coulait de ces équipements. L'inquiétude naissait lorsque les hommes faisaient irruption dans la chambre à gaz où se trouvaient déjà les femmes et les enfants. Je crois qu'ils commençaient à comprendre que la situation n'était pas habituelle. Certains s'apercevaient peut-être que les installations de douche étaient factices. Les membres d'une même famille se serraient à l'intérieur. Parfois, ils s'enlaçaient. Ils se tenaient d'abord à une certaine distance les uns des autres, puis se comprimaient au fur et à mesure que la chambre à gaz se remplissait. Les mères serraient leurs petits-enfants contre leurs seins. Je ne croisais pas leurs regards. J'essayais de ne jamais croiser les regards pour ne pas éveiller les soupçons. Tout ce que nous disions n'était qu'un mensonge. Je voyais le SS fermer la porte. Une porte blindée étanche au gaz, comme dans un bunker. À l'intérieur, il y avait 4 colonnes grillagées. On versait le cyclone par ces colonnes. En haut, les SS versaient le gaz. En bas, les gens attendaient pour se doucher. L'un des Allemands montait et versait du gaz Cyclone B dans chaque orifice. Il s'agissait de granulés bleutés qui se dissolvaient au contact de l'air et libéraient le poison. On entendait des cris d'épouvante et de désespoir. Souvent, les gens priaient. On entendait « Shema Israël », mais aucune réponse, aucun regard. Combien de fois me suis-je dit « Quel autre lieu que celui-ci peut-il prétendre à la réalisation d'un miracle ou à l'apparition d'un signe ?» Mais rien ne se passait, rien. Ce n'était pas 10 personnes qu'on assassinait, mais un peuple entier. Mais rien ne se passait. Rien.
Un médecin du camp faisait alors son apparition. Il inspectait par le Judas la lutte pour la vie, puis vérifiait que tous avaient succombé. Il annonçait ensuite que l'on pouvait ouvrir, que l'affaire était réglée. Pendant le gazage des déportés, nous devions rassembler les vêtements abandonnés. Tout devait être amassé en un tas pour dégager ensuite rapidement le lieu. Nous remontions les affaires jusqu'à des camions par les escaliers que les arrivants venaient de descendre. Puis les affaires étaient livrées dans les entrepôts que l'on surnommait le Canada. Tout y était trié et classé. Après l'ouverture de la chambre à gaz, je voyais des cadavres, des morts figés debout comme des statues. L'odeur était pestilentielle. Dans leur épouvante mortelle, les gens assouvissaient leurs besoins naturels. Les gens essayaient de grimper le plus haut possible pour échapper au gaz. Parfois, toute la peau se décollait sous l'effet du gaz. Nous commencions notre travail une demi-heure après l'ouverture de la porte de la chambre à gaz et la mise en service de l'aération. Il fallait dégager les corps. Ils étaient serrés et comprimés comme des sardines. Au début, quand les cadavres étaient encore chauds, c'était plus facile. Mais après 10 ou 12 heures, ils devenaient froids comme de la glace et lourds comme de la pierre. Nous les tirions de différentes manières, par les bras ou, s'ils étaient encastrés, par le cou comme des animaux. C'était impossible autrement. Dégager 2500 cadavres de la chambre à gaz prenait 12 heures, parfois plus. Je ne ressentais rien. Pour moi, c'était des caisses qu'on déplace. Nous n'avions aucun égard pour les cadavres. Nous les traînions tout simplement comme des choses. Une partie des membres du Sonderkommando dégageait les cadavres, les autres travaillaient au monte-charge. Ils chargeaient les corps en bas ou les déchargeaient en haut. D'autres les portaient jusqu'au four crématoire. Chacun remplissait une mission déterminée. Les coiffeurs coupaient les cheveux, les dentistes arrachaient les dents en or et les alliances des doigts. Je disposais de vraies pinces de dentiste. Je recueillais les dents en or dans de petits sacs fixés sur le côté des chaussures. Puis, je prévenais Schwarz, alias le trésorier. Celui-ci disposait d'un petit laboratoire. Il y purifiait l'or de ses impuretés organiques, le fondait et le remettait sous forme de petits lingots aux Allemands. Tu była winda. Tu była winda. Tu się ciągło tych nieboszczyków do piecy. O. Tu był piec jeden, piec drugi. No i tak było 16 tych pieców tutaj. 10 détenus travaillaient sur chaque four. Lorsque le monte-charge arrivait en haut, 4 détenus tiraient les cadavres et les disposaient par 4 sur le béton en face de chaque moufle. On utilisait un système de crémation spécifique en enfournant les cadavres maigres avec les corps corpulents
car ces derniers accéléraient la combustion grâce à leur graisse. Les cadavres maigres posaient problème. Le feu ne prenait pas bien. Au bout d'un quart d'heure, je devais remuer les corps avec une fourche. Puis nous attendions une demi-heure qu'ils se consument entièrement. C'était une énorme usine. Pendant ce temps, nous pouvions nous reposer, nous laver les mains, boire un peu de vodka et nous asseoir. Si nous étions de nuit, il était même possible de dormir pendant une demi-heure. Pendant la combustion des cadavres dans les fours, des cendres tombaient de l'autre côté. Il fallait les recueillir avec des brouettes que l'on déchargeait à l'extérieur, dans la cour du crématoire. Des milliers de personnes arrivaient par convoi. Le lendemain, il n'en restait que des cendres. De profondes fosses avaient été creusées dans la cour pour y déverser les eaux, en attendant l'ordre de les déterrer et de les broyer. Plusieurs fois par semaine, des camions emportaient les cendres jusqu'à la rivière. Il fallait que rien ne subsiste. Dès le premier convoi de Hongrie, les fours ont travaillé jour et nuit. Les convois affluaient constamment. Si le travail n'était pas terminé dans un crématoire avant l'arrivée du convoi suivant, les futures victimes devaient attendre. Si le crématoire 3 était encore plein, les arrivants se rendaient au crématoire 2 ou 4. Ça dépendait. En bas, on brûlait les corps. En haut, il y avait nos chambres avec de bons lits, des couvertures et des oreillers. Rien ne manquait. La vie continuait en haut, indifférente à ce qui se passait en bas. Nous nous levions à 5h30. L'appel du Sonderkommando du crématoire 2, équipe du matin et de la nuit ensemble, avait lieu à 6h. Après la relève, nous devions nous laver, car nous étions très sales. On nous donnait un morceau de savon, il était possible de changer de vêtements. L'été, après le travail, nous sortions dans la cour du crématoire. On s'asseyait sur l'herbe. Quand il n'y avait rien à faire, nous arrachions les mauvaises herbes. La pelouse était très bien tenue. Nettoyer, laver, il y avait toujours quelque chose à faire. Parfois, pourtant, il arrivait que l'on ne fasse rien. Nous recelions l'argent et l'or trouvés dans le vestiaire. Les détenus les cachaient le plus souvent dans leurs vêtements. Nous les changions ensuite contre des saucisses et de l'alcool. Entre les Allemands et nous existait un système de troc efficace, comme au marché. Nous mangions, nous chantions des chansons. Nous pouvions faire en haut tout ce que nous avions envie de faire. Nous jouissions dans notre grenier d'une certaine forme d'autonomie. Otto Moll avait la charge de diriger tous les crématoires. Il arrivait que les chambres à gaz du crématoire 5 ne puissent contenir tous les nouveaux arrivants.
Il fusillait le plus souvent lui-même ceux qui n'avaient pas pu entrer. Il arrivait fréquemment qu'il précipite vivantes les victimes dans les fosses ardentes. Il traitait les membres du Sonderkommando comme des animaux. Pendant l'été 1944, un bruit annonçait la liquidation du camp et l'extermination de tous les détenus de Birkenau. J'ai donc écrit en cachette des diverses notes que j'ai enfouies près du crématoire numéro 5. À la mi-1944, l'idée nous a pris de témoigner de notre travail en le photographiant. Notre groupe clandestin s'est réuni près de l'entrée ouest de la chambre à gaz du crématoire 5. Le juif grec Alex a sorti un appareil photographique et l'a braqué en direction de la fosse ardente. Les autres photographies ont été prises de l'autre côté du bâtiment, là où les femmes et les hommes attendaient leur gazage. To były te bunkry do gazowania. To był jeden, to był drugi, a tu był trzeci. Tu był trzeci. A tam były dwa te doły. Jeden tu, drugi tam. No i tam się paliło. Pendant une certaine période, j'ai tiré les cadavres hors de la chambre à gaz. Certaines personnes vivaient encore. L'une d'elles m'a demandé où je les emmenais. Je les traînais jusqu'aux fosses d'incinération où le Sonderkommando jetait les corps. C'est un fait. Nous traitions notre condition comme une fatalité, sans remords. Je n'ai jamais remarqué une seule larme chez qui que ce soit. Les larmes s'étaient desséchées depuis longtemps. Avant la Shoah, l'extermination, j'étais un croyant très pieux. Après la Shoah, j'ai perdu la foi. Ce que j'ai vécu et vu en sont la cause. Quelque chose s'est brisé en moi. Ma foi s'est anéantie.